dans 2 ans. Mai 1940. L'armée allemande a déferlé à travers la forêt des Ardennes, une région que les stratèges militaires considéraient depuis longtemps comme impraticable pour les chars d'assaut. Pourtant, en quelques jours seulement, les divisions blindées avaient parcouru des distances qui avaient stupéfié les commandants alliés. Les défenses françaises se sont effondrées. Les villes belges tombèrent les unes après les autres. Cela ressemblait à un génie mécanique, une coordination sans faille et une volonté de faire. Mais dans les poches de ces équipages de chars, de ces pilotes et de ces fantassins, se trouvait quelque chose de plus petit, de plus étrange et de bien plus dangereux que l'acier ou le pétrole. Une pilule, blanche, banale, estampillée du nom Pervitin. Chaque comprimé contenait de la méthamphétamine, et le haut commandement allemand en avait commandé des millions. Pour de nombreux soldats, cela ressemblait à de la magie. La fatigue disparaissait, la faim s'émoussait. La peur s'est dissipée. Ils pouvaient marcher 36 heures sans s'arrêter, combattre toute la nuit et pousser les machines au-delà de leurs limites. Guerre éclair. Foudre. La guerre était alimentée non seulement par l'essence, mais aussi par la chimie. Voici l'histoire cachée des drogues pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire qui va bien au-delà des pilules de méthamphétamine allemande. Les Alliés avaient leur propre cocktail, de la benzédrine pour les équipages de bombardiers, de la morphine pour les médecins et des rations de rhum depuis des générations. Dans les hôpitaux de campagne, les stimulants et les sédatifs brouillaient la frontière entre guérison et exploitation. Dans les camps de concentration, les expériences chimiques sont devenues des instruments de cruauté. Et au sein du cercle rapproché d'Hitler, les narcotiques ont joué un rôle sinistre dans des décisions qui ont bouleversé le monde. Nous avons tendance à imaginer la guerre comme un affrontement de chars, d'avions et d'idéologie. Mais derrière les stratégies du champ de bataille, une guerre chimique plus discrète se livrait à l'intérieur des corps humains. Les drogues n'ont pas inventé le fascisme. Elles n'ont pas créé le génocide. Mais elles ont supprimé l'hésitation, étouffé l'épuisement et, dans certains cas, amplifié la violence en éliminant les derniers freins humains. Dans ce documentaire, nous suivons le parcours des drogues de guerre, des paillasses de laboratoire à la production industrielle, des comptoirs civils aux rations du front, du médecin privé du dictateur aux soldats épuisés, trébuchant dans les décombres. Nous verrons comment la chimie a accéléré les victoires et les effondrements. Et nous nous confronterons à la question suivante. Que se passe-t-il lorsque des nations entières s'appuient sur des pilules pour soutenir des guerres impossibles? Car au final, l'histoire des drogues pendant la Seconde Guerre mondiale ne concerne pas seulement des soldats marchant sans sommeil. Il s'agit du prix à payer lorsqu'on traite les gens comme des machines, de ce qui arrive lorsque la science est asservie à l'idéologie et des échos obsédants qui résonnent encore aujourd'hui dans la médecine, l'armée et la société. Le véritable carburant de la Seconde Guerre mondiale n'était pas seulement le pétrole, c'était chimique. Et ses conséquences ne se sont pas arrêtées avec la fin des combats. Revenons maintenant à l'endroit où la pilule est apparue pour la première fois. Berlin, 1937. Dans un laboratoire paisible niché au cœur de la zone industrielle tentaculaire de la capitale allemande, des chimistes de la société pharmaceutique Temmla ont finalisé un procédé qui allait se répercuter dans le monde entier. Ils avaient transformé une poudre cristalline en pilule. Petit, blanc, facile à avaler. Son nom, la pervitine. Son principe actif, le chlorhydrate de méthamphétamine. Pour les scientifiques, c'était de la chimie. Pour le public, c'était une promesse. Le service marketing de Temmler n'a pas perdu de temps pour transformer cette découverte en produit de consommation. En quelques mois, les journaux berlinois publiaient des publicités montrant des ménagères modernes souriant au-dessus de casseroles fumantes. Des étudiants penchés avec application sur leur manuel, des hommes d'affaires se serrant la main avec une vigueur retrouvée. Un stimulant pour le travail et les loisirs, suggérait le slogan. Les années 1930 étaient une époque d'optimisme envers les solutions pharmaceutiques. Les antibiotiques faisaient tout juste leur apparition.
Les vitamines et les hormones remplissaient les étagères des pharmacies. L'idée que la chimie pouvait améliorer la vie quotidienne n'était pas seulement acceptée, elle était célébrée. Le Pervitin était commercialisé comme faisant partie de cette culture du progrès. Les médecins aussi l'ont adopté. Les prescriptions pour la fatigue, la dépression ou simplement le manque d'énergie étaient courantes. Une thèse universitaire saluait même le Pervitin comme une merveille scientifique pour la main-d'œuvre moderne. En fait, c'était tellement normalisé que certains rapports suggèrent que des boulangeries à Berlin ont expérimenté des pralines au Pervitin, des chocolats prétendument enrichis de méthamphétamine, commercialisés pour aider les femmes à accomplir les tâches ménagères. Bien que leur diffusion fasse encore débat, les frontières entre médecine, confiserie et stupéfiants se sont estompées. La méthamphétamine elle-même n'était pas une invention allemande. En 1919, le chimiste japonais Akira Ogata l'a synthétisée à partir de l'éphédrine, qui était depuis longtemps utilisée dans la médecine asiatique comme décongestionnant et stimulant. Le composé était plus puissant que l'amphétamine, que le chimiste américain Gordon Alice avait synthétisé une décennie plus tôt. Dès les années 1930, Virginie, les deux substances étaient testées en Europe et aux États-Unis. Ce que Temmler a fait différemment, c'est l'industrialiser. Ils ont créé une pilule bon marché à produire, stable à conserver et facile à distribuer. En 1938, le marché allemand était saturé de pervitine. Les médecins rédigeaient des ordonnances par dizaines de milliers. Les employés de bureau en prenaient avant de longs services. Les chauffeurs en avalaient avant les trajets de nuit. Les étudiants comptaient dessus pendant les examens. Les femmes au foyer en mélangeaient dans leur café avant de s'attaquer à la lessive. Cela semblait inoffensif, presque sain. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, un autre médicament suivait un chemin similaire. Le benzédrine, nom commercial du sulfate d'amphétamine, avait été introduit en 1932 par la société pharmaceutique américaine Smith, Kline & French. Au départ, il se présentait sous forme d'inhalateur pour la congestion nasale. Mais les médecins remarquèrent rapidement son effet stimulant. Dès 1937, des comprimés étaient disponibles sur ordonnance. Comme le Pervitin, le benzédrine était largement commercialisé pour la dépression, l'obésité, l'hypotension, voire le mal de mer. Les journaux américains publiaient des publicités joyeuses promettant des pilules énergisantes pour les travailleurs fatigués. Les étudiants ont commencé à les utiliser pour étudier tard le soir. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, tant en Allemagne que chez les Alliés, des pilules stimulantes circulaient dans la vie civile ordinaire. Il est important de faire une pause ici. Ces médicaments n'ont pas fait leur apparition dans le monde comme des outils de guerre sinistres. Ils étaient légaux, médicalisés et normalisés. Ils se trouvaient dans les placards de cuisine et les tiroirs de bureau bien avant d'intégrer les rations militaires. Cette normalisation est cruciale. Cela signifiait que lorsque la guerre a éclaté, les gouvernements ont rencontré peu de résistance culturelle à leur adaptation. Pour les soldats. Dans l'Allemagne nazie, l'essor du Pervitin a coïncidé avec un régime obsédé par l'efficacité, la vitalité et la transformation des citoyens ordinaires en instruments de l'État. L'idéologie d'Hitler exaltait les vertus de la discipline et de la volonté. Pourtant, derrière la rhétorique, la chimie offrait un raccourci. Dès 1938, des médecins allemands publiaient déjà des études recommandant le Pervitin pour les soldats. Un physiologiste militaire, le docteur Otto Ranke, a mené des expériences montrant que la méthamphétamine pouvait maintenir des hommes éveillés pendant 36 à 50 heures sans déclin catastrophique. Il a conclu que c'était l'outil parfait pour la Wehrmacht. La pilule correspondait à la doctrine du Blitzkrieg, ou guerre éclair. Le succès dépendait de la rapidité, de la surprise et d'une pression incessante. La fatigue était l'ennemi de la vélocité. Le Pervitin semblait résoudre ce problème. Mais de 1937 à 1939, cela restait encore de la spéculation. Les soldats n'avaient pas encore avalé la pilule en masse.
Ce moment viendrait lorsque Hitler déclencherait la guerre contre la Pologne en septembre 1939. Hitler prend l'avion pour constater ce qu'il a fait. La destruction d'une nation, la Pologne divisée entre les Allemands nazis et les Soviétiques. Même avant que l'armée ne prenne le contrôle, des signes de danger sont apparus. Les médecins ont commencé à signaler des cas de dépendance parmi les citoyens ordinaires. Des étudiants se sont effondrés après les semaines d'examen, incapables de dormir. Des femmes au foyer ont souffert de sautes d'humeur et de dépression lorsqu'elles arrêtaient. Un médecin berlinois a noté que les patients décrivaient une chute après la disparition des effets du médicament, un profond épuisement et de l'irritabilité. Pourtant, ces avertissements étaient noyés par l'enthousiasme d'une société enivrée par la vitesse. Dans un régime qui vénérait la productivité, les plaintes étaient souvent rejetées comme des signes de faiblesse. À la fin des années 1930, l'Allemagne consommait des millions de comprimés de Pervitin par an. L'infrastructure pour la distribution en temps de guerre était déjà en place. De l'autre côté de la Manche, les armées britanniques et américaines prenaient note. Des rapports sur l'utilisation civile allemande circulaient dans les revues médicales. En 1938, la Royal Air Force britannique a mené des essais limités de benzédrine sur des pilotes lors d'exercices d'entraînement. Les résultats étaient mitigés, mais prometteurs. Les hommes restaient éveillés plus longtemps, bien qu'ils aient ensuite signalé de l'agitation. Aux États-Unis, le corps médical de l'armée a discrètement stocké des comprimés de benzédrine, même avant l'entrée en guerre de l'Amérique. Dès 1940, des articles de recherche militaire discutaient ouvertement de leur utilité pour des missions prolongées nécessitant de la vigilance. Des deux côtés, on se préparait, consciemment ou non, à faire passer les stimulants du comptoir de la pharmacie au champ de bataille. Le saut était inquiétamment court. Une substance qui servait à bachoter pour les examens et à faire le ménage tard le soir en 1937 allait, dès 1940, propulser des chars à travers les Ardennes et des bombardiers au-dessus de la Manche. Ce qui rend cette histoire glaçante, ce n'est pas seulement la chimie. C'est la banalisation. La pilule paraissait ordinaire avant d'être militarisée. Au moment où les gouvernements ont commandé des millions de comprimés, plus personne ne les trouvait choquants. Ils faisaient déjà partie du quotidien. Ainsi, lorsque les armées d'Hitler ont déferlé sur la Pologne, puis sur la France, leurs poches étaient remplies non seulement de munitions et de rations, mais aussi de petites pilules blanches. Le laboratoire avait créé la pilule. La vie civile l'avait banalisée. L'armée allait désormais l'utiliser comme arme. Mais comment exactement une boîte de comprimés est-elle devenue un instrument officiel du Blitzkrieg? Comment une ordonnance médicale s'est-elle transformée en une commande logistique de millions d'unités? La réponse se trouve en 1939-1940, lorsque la Wehrmacht a fait du Pervitin un outil stratégique. Et lorsque cela s'est produit, la guerre elle-même a commencé à s'accélérer. Pour comprendre cette accélération, il faut se plonger dans le printemps 1940, au cœur de la chimie du Blitzkrieg. 1er septembre 1939. À l'aube, les forces allemandes ont envahi la Pologne. Le premier grand affrontement de la Seconde Guerre mondiale venait de commencer. Aux yeux du monde, cela ressemblait à du génie militaire. Des chars avançant en parfaite coordination, des bombardiers en piqué fondant sur des colonnes de réfugiés et de soldats sans distinction, l'infanterie progressant plus vite que les défenses ne pouvaient se former. La guerre éclair, le Blitzkrieg, était arrivé. Mais dans les ordres de campagne de la Wehrmacht se trouvait quelque chose d'inhabituel, quelque chose que l'ennemi ne pouvait pas voir. Un oreiller. Alors qu'Hitler se préparait à envahir la Pologne, ses généraux faisaient face à un problème. Comment faire avancer les hommes sur de vastes distances sans qu'ils ne s'effondrent? Les armées étaient encore alimentées par l'endurance humaine. Les chevaux tiraient les chariots de ravitaillement. Les soldats marchaient à pied. La fatigue était inévitable, mais les médecins militaires allemands étudiaient déjà une solution. Le docteur Otto Ranke, directeur de l'Institut de physiologie générale et de défense, avait testé la méthamphétamine sur des étudiants universitaires. Ces résultats étaient stupéfiants.
Les sujets restaient éveillés pendant des jours, accomplissant des tâches sans se plaindre, leur performance apparemment intacte. Ranke était convaincu que c'était la clé de la guerre moderne. Dans son rapport de 1939, il écrit que c'est une substance précieuse pour réduire le besoin de sommeil. Elle peut contribuer de manière significative au succès des opérations militaires. Ainsi, lorsque la Wehrmacht s'est mobilisée, les officiers d'approvisionnement ont glissé du pervitin dans la chaîne logistique. Les soldats en mouvement en Pologne recevaient de petits comprimés blancs avec leurs rations et leurs munitions. Au début, l'échelle était limitée, mais les résultats, des avancées rapides, peu de repos nécessaire, un rythme implacable, ont attiré l'attention des commandants. C'est lors de la campagne contre la France au printemps 1940 que les stimulants sont passés de l'expérimentation à la doctrine. Le plan d'invasion était audacieux. Les divisions de Panzer devaient percer les Ardennes, une forêt dense et vallonnée que les Alliés considéraient comme infranchissable pour les chars, puis foncer vers l'ouest jusqu'à la Manche, coupant ainsi les forces françaises et britanniques. La stratégie reposait sur la vitesse, la surprise et un élan ininterrompu. Toute pause pouvait donner à l'ennemi le temps de se regrouper. Pour maintenir un tel rythme, il fallait éliminer la fatigue. Des ordres furent donnés. Distribuer le pervitin en quantité massive. On estime qu'en avril 1940, environ 35 millions de comprimés avaient été envoyés aux unités allemandes se préparant à l'offensive. Bien que les chiffres exacts varient en raison de registres incomplets, la pilule avait désormais des surnoms officiels. Pour les équipages de chars, c'était le chocolat Panzer, chocolat de chat. Pour les pilotes de la Luftwaffe, c'étaient les comprimés Stuka, du nom des terrifiants bombardiers en piqué qui hurlaient au-dessus des villes françaises. Pour le simple fantassin, c'était tout simplement une bouée de sauvetage, la différence entre suivre les Panzers ou rester à la traîne. Les rapports du terrain semblaient tout droit sortis de la science-fiction. Une division a rapporté avoir parcouru 80 km en 36 heures, avec presque aucun repos. Les soldats décrivaient une étrange clarté, comme si l'épuisement avait été désactivé. « Nous avançons comme des machines », écrivait l'un d'eux dans une lettre envoyée depuis les airs. Les pilotes de la Luftwaffe enchaînaient mission sur mission, parfois 12 heures d'affilée sans s'effondrer. Dans leurs journaux, certains admettaient qu'ils se souvenaient à peine des atterrissages. Le corps bougeait automatiquement, l'esprit était détaché. Du point de vue des Alliés, l'avancée allemande semblait inarrêtable. Les officiers britanniques observaient, incrédules, les colonnes allemandes traverser des terrains qu'ils pensaient ralentir l'ennemi pendant des semaines. Ils semblent infatigables, se plaignait un rapport français. Aucune pause, aucune hésitation. Pour les observateurs extérieurs, cela ressemblait à de la discipline. À l'intérieur des rangs, c'était de la chimie. Mais ce miracle avait un prix. Des notes médicales de 1940 signalaient déjà des effets secondaires inquiétants. Les soldats devenaient irritables, téméraires ou euphoriques, au point d'ignorer les ordres. Certains rapportaient des hallucinations, des ennemis fantômes, des mouvements imaginaires dans la forêt. D'autres s'effondraient dans un sommeil profond et soudain lorsque la drogue cessait de faire effet, parfois en pleine marche, parfois alors qu'ils occupaient des postes cruciaux. Un médecin divisionnaire a noté qu'après 3 doses, le comportement devenait imprévisible, l'agressivité augmentait, le jugement était altéré. Le cycle était simple et dangereux. Montée, chute, puis nouvelle montée. Pour une doctrine fondée sur un élan implacable, cette chute pouvait être catastrophique. Les Alliés s'en sont aperçus. Des rapports de renseignement, dès 1940, suggéraient que les soldats allemands étaient aidés chimiquement. Les scientifiques britanniques ont expérimenté leur propre stimulant, la benzédrine, déjà disponible sur le marché civil à l'été 1940. La Royal Air Force en a officiellement autorisé l'utilisation lors de longues missions. L'armée américaine, pas encore engagée dans la guerre, a mené des tests de benzédrine sur des troupes lors d'exercices sur le terrain. Les résultats reflétaient l'expérience allemande.
Les hommes restaient vigilants mais montraient un mauvais jugement sous la pression. Malgré cela, dès 1941, la benzédrine était une dotation standard pour les équipages de bombardiers américains se préparant au conflit inévitable. Ainsi commença une nouvelle forme de course aux armements. Non pas d'acier ou de pétrole, mais de chimie. Les victoires allemandes de 1940 ont stupéfié le monde. Le Danemark et la Norvège en avril, la France et les Pays-Bas en mai et juin. En quelques semaines, Paris était tombé. À la mi-été, seule la Grande-Bretagne restait inoccupée. Le mythe de la Blitzkrieg était né. L'image de forces allemandes irrésistibles, parfaitement coordonnées, toujours une longueur d'avance. Les historiens attribuent souvent ces succès à la planification, à la technologie et à l'effet de surprise, et à juste titre. Mais sous la stratégie se cachait un autre facteur. Des millions de comprimés blancs avalés dans l'obscurité, poussant les corps humains au-delà de leurs limites naturelles. Il vaut la peine de le répéter. La pilule n'a pas inventé l'invasion, mais elle a supprimé le dernier frein à la vitesse. La Blitzkrieg, ce n'était pas seulement des chars et des radios, c'était de la chimie. Dès 1940, des fissures étaient déjà visibles. Les soldats se plaignaient d'épuisement dès que les stocks étaient épuisés. Les officiers s'inquiétaient de la discipline, car certains hommes montraient des comportements maniaques. Une note du service médical de la Wehrmacht, à la fin de 1940, recommandait de limiter l'usage du Pervitin aux situations d'urgence, avertissant des risques d'effondrement nerveux et de dépendance. Mais l'avertissement est arrivé trop tard. La drogue était ancrée dans la doctrine. L'armée avait marché grâce à la chimie et avait gagné. Le succès a étouffé la prudence. Ainsi, la pilule est devenue un élément de l'équipement, aussi familière que le pain et les balles. À la fin de 1940, tant l'Axe que les Alliés avaient introduit des stimulants dans leurs armées. Des millions d'hommes combattaient, volaient et marchaient avec la chimie dans les veines. Mais les stimulants n'étaient qu'un début. Sur le champ de bataille, les soldats allaient bientôt dépendre de la morphine pour survivre à leurs blessures, des barbituriques pour dormir et d'une multitude de mélanges entre les deux. Et dans l'ombre, les médecins nazis imaginaient déjà des cocktails encore plus puissants pour améliorer les performances. La pilule avait prouvé sa valeur. La question était désormais, jusqu'où les armées iraient-elles ? La réponse allait se dévoiler entre 1941 et 1942, dans les vastes étendues de la Russie, dans le ciel au-dessus de la Grande-Bretagne et dans les sables du désert d'Afrique du Nord. Les soldats allaient découvrir à la fois la puissance et le danger de vivre sous pilule. Et c'est là que nous nous tournons, direction la ligne de front. Des vies façonnées par la chimie et les micro-scènes de guerre menées sur une endurance empruntée. Sur le papier, le soldat allemand de 1940 était un modèle de discipline, de volonté de fer, de précision mécanique et d'endurance inlassable. Sur le terrain, la réalité était plus étrange. Dans la poche de sa tunique, un petit flacon de comprimé, blanc, crayeux, estampillé d'un T pour Temla, cliquetait. Il semblait inoffensif. Il paraissait miraculeux, et ils ont tout changé dans la façon dont les soldats combattaient, marchaient et même pensaient. Prenez les divisions d'infanterie traversant la Belgique en mai 1940. Leur mission était impossible selon les critères traditionnels. Suivre le rythme des colonnes blindées avançant jour et nuit à travers les Ardennes. Les fantassins auraient dû être distancés de plusieurs kilomètres. Au lieu de cela, les journaux intimes racontent des hommes marchant jusqu'à ce que leurs bottes se désagrègent, les yeux vitreux, mais les jambes toujours en mouvement. Un soldat écrivit à ses parents « Nous avons marché 2 nuits sans dormir. » Nous ne ressentions ni faim ni peur. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Un autre se souvient avoir soudain réalisé qu'il avait parcouru plus de 60 kilomètres, mais pouvait à peine se rappeler les routes qu'il avait empruntées. C'était comme être dans un rêve, disait-il. On continue simplement d'avancer. Pour les commandants, c'était de l'or. La Blitzkrieg reposait sur la vitesse, et la vitesse exigeait des hommes capables de marcher comme des machines.
Le Pervitin offrait exactement cela. Au-dessus du champ de bataille, les pilotes menaient leur propre guerre contre la fatigue. Les missions de la Luftwaffe exigeaient souvent de voler pendant 10 ou 12 heures, de naviguer dans l'obscurité, d'esquiver les tirs anti-aériens et de plonger sur les cibles avec une précision au dixième de seconde. Ici, les stimulants devenaient des outils de survie. Le pilote de chasse Peter Riedel se souvenait s'être vu remettre des comprimés Stuka avant les longues missions. Certains ne juraient que par eux, affirmant avoir une concentration accrue et une endurance sans fin. Mais d'autres décrivaient des effets troublants, paranoïa, vision en tunnel ou hallucinations d'avions ennemis, là où il n'y en avait pas. Les pilotes britanniques de la Royal Air Force faisaient face à des tensions similaires. Pendant la bataille d'Angleterre en 1940, certains recevaient du benzédrine avant les patrouilles de nuit. L'un d'eux se souvient: « Au début, j'avais l'impression de pouvoir continuer indéfiniment. Puis, soudain, plus rien, comme si je tombais d'une falaise. » Le stimulant les maintenait en l'air, mais lorsqu'il cessait de faire effet, les chutes étaient aussi bien littérales que figurées. Un pilote qui s'endormait à l'atterrissage mettait en danger non seulement sa propre vie, mais aussi celle de toute son escadrille. Pour les Alliés, nulle part l'usage de drogue n'était plus systématique que chez les équipages de bombardiers. À partir de 1941, la Royal Air Force, puis plus tard les forces aériennes de l'armée américaine, envoyaient des hommes en mission durant 8, 10, voire 12 heures. Ils volaient à travers l'obscurité glaciale, assis dans des cabines non pressurisées à des altitudes où l'oxygène se faisait rare, pilotant de lourdes machines au-dessus des cieux ennemis. Les commandants se souciaient moins de la santé à long terme que de la performance immédiate. La benzédrine était distribuée de façon routinière. Dès 1942, l'US Army Air Force avait distribué plus de 15 millions de comprimés à ses équipages. Les membres d'équipage rapportaient que la drogue émoussait la peur et aiguisait la vigilance. On ne pensait pas à la DCA ou aux chasseurs de nuit, se souvenait un mitrailleur. On gardait simplement les yeux ouverts et le doigt sur la gâchette. Mais les effets secondaires étaient difficiles à ignorer. L'irritabilité menait souvent à des bagarres entre membres d'équipage. La prise de décision devenait imprudente. Un navigateur de bombardier a raconté comment, en plein milieu d'un raid sur Hambourg, il était persuadé qu'ils étaient hors de leur trajectoire de plusieurs centaines de kilomètres. En réalité, ils étaient sur la bonne route. Son excès de confiance a failli condamner la mission. Les pilules permettaient de rester alerte, mais au détriment du jugement une fois au sol. Une autre drogue a façonné la guerre: la morphine. Chaque infirmier allemand, britannique et américain transportait des auto-injecteurs ou des seringues. Pour le soldat blessé, c'était le salut. Une seule injection pouvait atténuer l'agonie suffisamment longtemps pour survivre à l'évacuation. Dans le chaos de la bataille, la morphine était presque miraculeuse. Des hommes avec des membres brisés ou des brûlures qui les auraient rendus fous étaient au contraire suffisamment apaisés pour attendre les brancardiers. De nombreux vétérans se sont souvenus plus tard du moment de soulagement lorsque la morphine les envahissait comme une vague chaude. Mais la drogue avait aussi son côté sombre. Certains soldats sont devenus dépendants après des doses répétées. En Europe occupée, les marchés noirs prospéraient, la morphine étant détournée des stocks militaires vers les civils ou les déserteurs. La frontière entre le soulagement médical et l'évasion récréative devenait floue. Et contrairement aux stimulants, qui pouvaient se faire passer pour des outils d'efficacité, la morphine était ouvertement addictive. Les commandants la toléraient uniquement parce que l'alternative, une agonie non traitée, était impensable. Lorsque l'Allemagne se tourna vers l'Est en juin 1941 avec l'opération Barbarossa, l'ampleur de l'utilisation des stimulants devint encore plus grande. Marcher à travers les vastes paysages russes exigeait une endurance surhumaine. Le Pervitin était largement distribué. Les soldats racontaient marcher jusqu'à l'effondrement, se réveiller dans des fossés, puis avaler une autre pilule pour rejoindre l'avancée. Certains ont connu des épisodes psychotiques. Les médecins militaires allemands ont rapporté que des hommes voyaient des bataillons russes entiers là où il n'y en avait pas, tirant frénétiquement dans des champs vides.
D'autres devenaient paranoïaques, convaincus que leurs camarades complotaient contre eux. Pourtant, pendant des semaines, l'avancée se poursuivit. La Blitzkrieg semblait à nouveau irrésistible, alimentée en partie par les pilules. Les Soviétiques eux-mêmes n'ont pas industrialisé la production de méthamphétamine à l'échelle de l'Allemagne, comptant principalement sur l'alcool et la caféine comme stimulants, avec une utilisation limitée des stocks de pervitin allemands capturés. Plus tard dans la guerre, les médecins soviétiques ont également utilisé la morphine pour les soldats blessés, bien que des pénuries chroniques aient souvent laissé beaucoup d'entre eux sans traitement, obligeant à recourir à des méthodes de gestion de la douleur moins efficaces. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, les troupes britanniques et du Commonwealth faisaient face à une autre extrême, la chaleur, la monotonie et l'épuisement de la guerre du désert. Ici, la benzédrine est devenue une dotation standard. Les unités australiennes et néo-zélandaises, engagées dans de longues campagnes dans le désert à ciel ouvert, comptaient sur elle pour endurer les marches de nuit et les combats soudains. Mais les rapports faisaient écho aux mêmes avertissements qu'en Europe. Des soldats s'en prenant à leurs camarades, sombrant dans des états de stupeur après les missions ou souffrant de palpitations cardiaques. Les commandants notaient discrètement que les effets secondaires de la drogue pouvaient être aussi dangereux que la fatigue elle-même. En 1942, le schéma était clair sur tous les fronts. Les pilules créaient des super-soldats temporaires. Plus de sommeil, plus de faim, plus de peur. Mais ensuite venait la chute. Épuisement soudain, dépression, paranoïa ou dépendance. À court terme, les victoires semblaient sans effort. À long terme, des fissures se propageaient au sein des armées. Un officier britannique a résumé la situation dans un rapport. Le soldat sous stimulant est courageux, mais il n'est pas sage. À la moitié de la guerre, les armées des deux camps s'étaient enfermées dans un cycle. Les commandants planifiaient les opérations en partant du principe que les soldats pouvaient se passer de sommeil. Les pilotes étaient programmés pour des missions successives, leur endurance artificiellement prolongée. Les chaînes logistiques incluaient les pilules aussi couramment que les munitions. Les armées étaient devenues chimiquement dépendantes. Sans les pilules, le rythme des opérations semblait impossible. Cette dépendance a préparé le terrain à des dérives plus sombres. En Allemagne, les médecins SS ont commencé à expérimenter de nouveaux mélanges. Méthamphétamine avec cocaïne, morphine avec scopolamine. Dans les camps de concentration, les prisonniers allaient devenir les cobayes involontaires de ces stimulants de combat. Et au sommet même du régime nazi, Hitler lui-même commençait à dépendre d'une pharmacie privée d'injection. Le soldat de première ligne avait montré ce que la chimie pouvait accomplir. Désormais, la machine d'État allait aller encore plus loin, franchissant les frontières entre médecine, amélioration et atrocité. Le champ de bataille avait prouvé la puissance de la pilule. Les camps allaient révéler sa cruauté. Loin du front, une autre forme de guerre se déroulait. Une guerre cachée derrière des barbelés, des miradors et des euphémismes comme la détention préventive. À l'intérieur du système des camps de concentration nazis, les drogues n'étaient plus des outils d'endurance. Elles devenaient des instruments de contrôle, de coercition et de cruauté. En 1941, le pervitin avait déjà fait ses preuves sur le champ de bataille. Mais la SS et le corps médical nazi y voyaient une autre utilité. Des expériences. Des camps comme Dachau, Sachsenhausen et Auschwitz faisaient aussi office de laboratoire. Les prisonniers n'étaient pas des patients. Ils étaient des sujets d'expérimentation, privés de tout choix, utilisés au nom de recherches à la fois pseudo-scientifiques et impitoyables. L'une des premières expériences portait sur la méthamphétamine elle-même. Les médecins SS voulaient savoir jusqu'où le corps humain pouvait être poussé. À Sachsenhausen, les prisonniers étaient forcés d'avaler de fortes doses de pervitine avant d'être contraints de marcher en bottes lourdes sur les terrains de parade pendant des heures. Certains s'effondraient et étaient battus jusqu'à ce qu'ils se relèvent. D'autres étaient laissés pour morts lorsque leur corps lâchait. Des notes étaient prises avec détachement, comme s'il s'agissait de cataloguer des pannes mécaniques. Un autre programme testait un chewing-gum à base de cocaïne.
L'idée était d'une froideur terriblement pragmatique. Créer un stimulant que les équipages de sous-marins pourraient mâcher sans fin, restant éveillés pendant des jours dans des U-boots exigus. Les détenus recevaient l'ordre de mâcher le chewing-gum, puis d'effectuer des exercices épuisants dans des conditions glaciales. Les résultats? Des hallucinations, des effondrements, des défaillances d'organes ont été constatés. La souffrance humaine était traitée comme une donnée. Si les stimulants testaient l'endurance, les sédatifs imposaient l'obéissance. Des barbituriques et d'autres tranquillisants étaient injectés aux prisonniers pour les rendre dociles lors des interrogatoires ou des procédures médicales. Dans certains cas, les sédatifs étaient utilisés comme instruments d'exécution, de fortes doses étant administrées à des enfants ou à des prisonniers handicapés dans le cadre des soi-disant programmes d'euthanasie, qui visaient à éliminer ceux jugés inaptes par le régime. La chimie était clinique, mais l'effet était l'anéantissement. Les rapports utilisaient un langage bureaucratique. Administrer, terminer, consigner. Derrière ces mots se cachèrent des familles brisées, des vies réduites au silence. Dès 1943, les médecins SS expérimentaient également la mescaline, un hallucinogène dérivé du cactus peyote. À Dachau, des prisonniers étaient secrètement drogués pendant les interrogatoires. Les médecins observaient si l'état mental altéré permettait de délier les langues. Certains prisonniers devenaient confus, désorientés ou terrifiés, incapables de distinguer les hallucinations de la réalité. D'autres ont subi des effondrements dont ils ne se sont jamais remis. Ce n'étaient pas des curiosités isolées. Elles reflétaient un effort systématique pour transformer la chimie en arme de domination. Plier les esprits et les corps à la volonté des SS. Ce qui rend ces expériences particulièrement glaçantes, ce n'est pas seulement la souffrance, mais le ton des rapports. Les documents qui ont survécu décrivent: le sujet A présentait un rythme cardiaque accéléré ou le sujet B s'est effondré après 120 minutes. Aucune mention de nom, aucune reconnaissance de l'humanité. Les victimes étaient réduites à des entrées dans un tableau, leur douleur aplatie, en un jargon clinique. Cette froideur révèle comment l'idéologie et la chimie se sont entremêlées. La vision du monde nazi déshumanisait déjà les Juifs, les Roms, les personnes handicapées et les prisonniers politiques. Les drogues sont devenues l'accélérateur qui a permis aux médecins de traiter les humains comme de la matière première. Pendant ce temps, en dehors des camps, les médecins SS poursuivaient leur propre concoction pour un usage sur le front. En 1943, un projet a combiné la cocaïne, la méthamphétamine et l'oxycodone en une seule superpilule. Elle a été testée sur des prisonniers à qui l'on ordonnait de marcher par un froid glacial, portant de lourdes charges jusqu'à l'effondrement. La formule était destinée aux équipages de chars censés combattre des jours entiers sans repos. C'était la logique militaro-industrielle du Troisième Reich. Chercher des raccourcis chimiques pour transformer les hommes en machines infatigables, quel qu'en soit le prix pour ceux forcés d'en faire la preuve. L'ironie est frappante. La propagande nazie exaltait la pureté raciale, la force naturelle et la supériorité de la volonté. Pourtant, derrière les slogans, le régime s'appuyait fortement sur les produits chimiques, non seulement pour ses soldats, mais aussi pour ses expériences. La pureté était une idéologie, la dépendance était la réalité. La petite pilule blanche qui permettait aux soldats allemands de traverser la France en trombe était la même que les médecins SS forçaient dans la gorge des prisonniers à Sachsenhausen. Le régime qui prêchait l'invincibilité était accro à la chimie. Pour les prisonniers, le tribut était immense. Les survivants se souvenaient de nuits blanches, tremblants, après des doses forcées de stimulants. D'autres décrivaient la terreur d'être injectés avec des substances inconnues, sans jamais savoir ce que c'était, ressentant seulement leur cœur s'emballer ou leur esprit se briser. Peu vécurent assez longtemps pour témoigner. La plupart des expériences se terminaient par la mort, que ce soit par overdose, épuisement ou exécution, une fois les données recueillies. C'est la partie de l'histoire des drogues que l'on raconte rarement. Ce qui semblait miraculeux sur le champ de bataille était monstrueux dans les camps.
La même science qui donnait de l'énergie aux soldats allemands infligeait des tourments aux prisonniers. Ces atrocités n'étaient pas isolées du vaste projet médical nazi. Elles recoupaient des programmes comme l'Action T4, la campagne d'euthanasie qui tua des dizaines de milliers d'Allemands handicapés. Souvent par injection létale, elles recoupaient aussi des recherches sur la stérilisation, des produits chimiques utilisés pour rendre les femmes stériles contre leur gré. La chimie était tissée dans le génocide. Dès 1943, la SS était passée au-delà de simples pilules pour adopter une philosophie de violence médicalisée, utilisant drogues, injections et méthodes de laboratoire pour imposer des objectifs idéologiques. À mesure que la guerre s'éternisait, les rapports d'addiction et d'effondrement parmi les soldats allemands se multipliaient. Mais dans les camps, les expériences continuaient. Même alors que le Reich commençait à vaciller sur le champ de bataille, les médecins poursuivaient des mélanges toujours plus désespérés, espérant un miracle chimique qui inverserait le cours des choses. Il ne vint jamais. Ce qui subsista à la place, ce fut une traînée de souffrances, soigneusement consignée dans des carnets, mais à un coût humain incommensurable. Et pourtant, l'histoire des drogues dans les camps se rattache à un autre domaine, celui des plus hauts niveaux de la direction nazie. Adolf Hitler lui-même devenait de plus en plus dépendant des injections quotidiennes de son médecin personnel, Theodor Morell. Le même régime qui utilisait les drogues pour tourmenter les prisonniers administrait à son propre chef une pharmacie privée. La contradiction est frappante, mais elle met en lumière le thème central. La chimie n'a jamais été neutre sous le Troisième Reich. Elle a été façonnée pour servir le pouvoir, que ce soit par les chars, les camps ou dans les veines du dictateur lui-même. Les camps ont révélé la cruauté de la dépendance chimique. Le cercle rapproché du Führer allait révéler ses propres illusions. Au centre du Troisième Reich se tenait un homme qui prêchait la volonté comme la plus haute des vertus. Adolf Hitler disait à son peuple que la force venait du sang, de la discipline et de la foi. Il se moquait de la faiblesse, méprisait la maladie. Maîtrise de soi célébrée. Pourtant, à huis clos, le dictateur s'appuyait de plus en plus sur des injections quotidiennes, des pilules et des mélanges chimiques préparés par un seul homme, le docteur Theodor Morell. Morell entra dans la vie d'Hitler en 1936, présenté par des connaissances communes dans les cercles d'élite berlinois. Médecin corpulent et excentrique, réputé pour ses traitements non conventionnels, Morell n'était pas un médecin ordinaire, docteur. Il était spécialisé dans les troubles gastro-intestinaux et les thérapies alternatives, mélangeant vitamines, hormones et toniques brevetés dans un arsenal d'injections. Hitler, tourmenté par des crampes d'estomac chroniques, de l'eczéma et de l'épuisement, accepta d'essayer ces méthodes. En quelques jours, il déclara se sentir mieux. Reconnaissant, il fit de Morell son médecin personnel. Bientôt, Morell eut un accès quasi permanent au Führer, devenant l'une des rares personnes en qui Hitler avait confiance. Absolument. À partir de la fin des années 1930, la routine quotidienne de Hitler comprenait de plus en plus d'injections administrées par Morell. Au début, il s'agissait principalement de vitamines, de glucose et de laxatifs. Mais au fil des années, les formules devinrent plus puissantes. L'un des composés était le Leucadal, un puissant opioïde similaire à l'oxycodone. Morell introduisit également des stimulants à base de méthamphétamine et des extraits d'origine animale commercialisés comme des produits rajeunissants. Hitler, qui se méfiait de beaucoup de membres de son entourage, en vint à dépendre des seringues de Morell comme source de soulagement et d'énergie. En 1941, Hitler recevait plusieurs injections par jour. Son valet, Heinz Linger, se souviendra plus tard. Le docteur venait avec sa mallette matin et soir. Il y avait toujours une piqûre. Des témoins oculaires remarquèrent des changements. L'humeur de Hitler devint instable. Des accès euphoriques de confiance étaient suivis de périodes d'irritabilité ou de léthargie. Ses mains tremblaient de façon plus visible. Il devenait agité lors des réunions, parfois vociférant pendant des heures sans s'arrêter, d'autres fois s'affaissant dans le silence. Les analystes du renseignement britannique, rassemblant les rapports,
supposaient que le Führer pouvait être sous l'influence de stimulants. Ils étaient plus proches de la vérité qu'ils ne le pensaient. En Allemagne, cependant, personne n'osait défier Morel. On le tournait en ridicule dans son dos en l'appelant le charlatan du Reich, mais Hitler le défendait farouchement. Critiquer Morel, c'était risquer de s'attirer la colère de Hitler. Les historiens débattent depuis longtemps de l'influence de la consommation de drogue de Hitler sur ses décisions militaires. Bien qu'il soit impossible de prouver un lien de causalité directe, la chronologie soulève des questions. Lors de l'invasion de l'Union soviétique en 1941, Hitler exigea des avancées rapides, convaincu que ses forces pouvaient écraser la Russie avant l'hiver. Des rapports suggèrent qu'il recevait quotidiennement des stimulants durant cette période, ce qui a pu alimenter sa confiance excessive, bien que sa rigidité idéologique et ses erreurs stratégiques aient également joué un rôle important. Lorsque les généraux ont réclamé des retraites à la fin de 1941, Hitler a refusé. Insistant pour que l'armée tienne bon malgré des pertes catastrophiques, certains contemporains ont émis l'hypothèse que son état altéré contribuait à son obstination. Mais d'autres facteurs, comme sa méfiance envers ses généraux, ont joué un rôle majeur. En 1942 et 1943, alors que les défaites s'accumulaient à Stalingrad et en Afrique du Nord, Hitler semblait de plus en plus détaché de la réalité. Les visiteurs remarquèrent sa pâleur, ses mains tremblantes, ses accès d'énergie maniaque. Après chaque épisode, Morel arrivait avec une nouvelle seringue. Un officier d'état-major se souvient plus tard. « Nous savions quand l'injection avait eu lieu. » Les yeux du Führer s'illuminaient, sa voix devenait plus forte, et pendant quelques heures, il semblait redevenir lui-même. Les notes de Morel, retrouvées après la guerre, recensent des dizaines de substances consommées par Hitler. Barbiturique, bromure, atropine, strychnine, amphétamine, opiacés et dérivés de testostérone. Il injectait également des extraits d'organes animaux, du foie, du sperme de taureau, voire des testicules pulvérisés, commercialisés comme des thérapies de rajeunissement. En 1944, la dépendance de Hitler était totale. Il exigeait que Morel l'accompagne partout, même dans le bunker du Führer à l'épreuve des bombes, alors que les forces alliées se rapprochaient. Les stocks de certains médicaments diminuaient sous les bombardements, obligeant à des substitutions. Morel s'efforçait de maintenir son traitement, improvisant parfois avec des mélanges non testés. Les photographies de 1944 à 1945 montrent un homme visiblement en déclin, la posture de Hitler voûtée, sa peau cireuse, sa main gauche tremblant de façon incontrôlable. Les visiteurs le décrivaient comme prématurément vieilli, alternant entre des accès de mégalomanie et une fatigue creuse. Lorsque l'attentat du 20 juillet 1944 le laissa blessé, Morel le bourra de morphine et de stimulants pour atténuer la douleur et lui redonner de l'énergie. En quelques heures, Hitler s'adressait à la nation, sa voix tremblant de fureur. La chimie l'avait recousu temporairement, mais les fissures étaient indéniables. Pourquoi Hitler faisait-il autant confiance à Morel? En partie parce que Morel lui apportait ce qu'il désirait, un soulagement immédiat. Le dictateur détestait la maladie, considérait la faiblesse comme honteuse et exigeait une activité constante. Les injections de Morel lui permettaient de maintenir l'illusion de l'invincibilité, même alors que son corps s'effondrait. Mais la dépendance engendrait aussi l'isolement. À la fin de 1944, certains généraux tentèrent d'avertir Hitler que les traitements de Morel étaient dangereux. Il les ignora. Lorsqu'Albert Speer, le ministre de l'Armement, exprima ses inquiétudes, Hitler s'emporta. « Si je renvoyais Morel, je mourrais. » En avril 1945, alors que les troupes soviétiques se rapprochèrent de Berlin, les réserves de Morel s'épuisèrent. Dans le Führerbunker souterrain, Hitler s'affaiblissait de jour en jour. Des témoins l'ont décrit traînant les pieds dans les couloirs, à peine capable de tenir debout, les mains tremblant violemment. Lorsque Morel fut finalement renvoyé, en partie par paranoïa, en partie parce qu'il ne pouvait plus fournir ce qu'Hitler exigeait, Hitler se détériora rapidement.
L'échafaudage chimique qui le soutenait avait disparu. Le 30 avril 1945, Hitler mit fin à ses jours dans le bunker. À ce moment-là, son corps n'était plus que l'ombre de l'homme qui avait autrefois dominé l'Europe. Les drogues n'avaient pas créé son idéologie, ni ses crimes, mais elles avaient entretenu ses délires, prolongé sa défiance et masqué son déclin. La dépendance chimique d'Hitler révèle la contradiction centrale du régime nazi. En apparence, il exaltait la pureté, la force et la volonté. En réalité, son chef était maintenu en vie par des injections quotidiennes, ses veines transportant un cocktail de stimulants et de narcotiques. L'homme qui méprisait la faiblesse était devenu dépendant. L'homme qui prêchait la pureté dépendait d'extraits animaux et d'opiacés. L'empire qui promettait l'invincibilité s'effondrait sous le poids de ses propres illusions. Si les drogues pouvaient obscurcir le jugement d'un dictateur dépendant, elles pouvaient aussi ébranler la discipline de toute une armée. Car alors même qu'Hitler se dégradait dans son bunker, des soldats allemands à travers l'Europe vivaient leur propre effondrement chimique, dépendants, épuisés et désabusés. C'est ce délitement qui sera le prochain chapitre de cette histoire. En 1943, le miracle de la pilule s'estompait. Ce qui avait autrefois semblé être un avantage irrésistible. Des soldats marchant sans dormir, des pilotes volant sans peur, révélaient désormais le prix à payer. La dépendance, l'épuisement et la dégradation chimique se répandaient dans les rangs des forces de l'Axe comme des alliés. La Blitzkrieg avait fonctionné grâce à la chimie, mais la chimie, comme tout carburant, finit par s'épuiser. Sur les vastes plaines de Russie, les troupes allemandes payaient le prix de leur dépendance passée. En 1941, le Pervitin avait alimenté l'avancée implacable vers Moscou. En 1943, lors des retraites de Stalingrad et de Koursk, les approvisionnements faisaient défaut. Les soldats qui s'étaient habitués aux pilules se retrouvaient sans elles. Les journaux du front témoignent d'effondrement. Un soldat a écrit « Mon corps réclame les comprimés. Sans eux, mes mains tremblent, mes yeux se ferment, mes pensées deviennent sombres. » Un autre a avoué voir des soldats russes dans les arbres, là où il n'y en avait pas. Des hallucinations nées du manque. Les médecins de campagne ont signalé de nombreux cas de dépression et de psychose. Certains hommes erraient sans but, refusant d'obéir aux ordres. D'autres s'effondraient en pleine marche, incapables de bouger. Ce qui les avait autrefois rendus infatigables les rendait désormais inutiles. Les officiers médicaux allemands ont reconnu la crise. Une note confidentielle de 1943 du bureau médical de la Wehrmacht avertissait « Le remède est devenu un handicap ». La dépendance parmi les troupes est généralisée. L'utilisation devrait être restreinte, mais les restrictions étaient impossibles. La stratégie de l'armée reposait toujours sur des marches sans sommeil et des offensives incessantes. Sans pilule, la doctrine elle-même s'effondrait. Les commandants ignoraient discrètement les avertissements et continuaient la distribution. La dépendance était tolérée comme le prix de la guerre. Les pilotes, eux aussi, commencèrent à souffrir. En 1944, les aviateurs de la Luftwaffe effectuaient moins de sorties, mais dans des conditions plus difficiles. Les stimulants les maintenaient éveillés, mais les accidents devenaient plus meurtriers. Certains pilotes ont signalé des pertes de connaissance en plein vol, après une soudaine épuisement. D'autres devenaient paranoïaques, tirant sur des ombres ou rompant la formation dans la panique. Un rapport médical a décrit un escadron revenant d'une mission avec 3 avions perdus, non pas à cause du feu ennemi, mais à la suite d'accidents liés à l'abus de stimulants et à la fatigue. La pilule miracle sapait la force même qu'elle était censée renforcer. De l'autre côté des lignes, les Alliés faisaient face à leurs propres crises liées aux stimulants. Dès 1943, l'armée américaine avait distribué des dizaines de millions de comprimés de benzédrine. Dans la 8e Air Force seulement, les équipages de bombardiers à long rayon d'action avalaient régulièrement des pilules avant les missions. Les symptômes reflétaient l'expérience allemande. Les soldats devenaient irritables, querelleurs ou imprudents. Un navigateur américain de bombardier se souvient plus tard, « Nous pensions être plus vifs.
En réalité, nous faisions des erreurs plus rapidement. Les rapports britanniques faisaient écho à cette inquiétude. Un médecin de la RAF a écrit « La benzédrine maintient l'éveil, mais altère le jugement. Son usage tactique peut être justifié, mais son usage habituel est dangereux. Pourtant, les missions continuaient, et les pilules aussi. La machine de la guerre totale exigeait des performances, même si les éléments humains s'effondraient. Aux côtés des stimulants, la morphine a laissé de profondes cicatrices. En 1944, des centaines de milliers de soldats blessés avaient reçu des injections. Beaucoup se sont rétablis physiquement, mais certains portaient une blessure invisible, la dépendance. En Allemagne, des anciens combattants sont revenus du front secrètement dépendants. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, certains militaires blessés luttaient discrètement pour se sevrer de la drogue qui les avait autrefois sauvés. Les hôpitaux militaires manquaient souvent de ressources pour traiter ces cas, et la stigmatisation poussait beaucoup au silence. Dans les territoires occupés, la morphine et le pervitin inondaient les marchés noirs. Les civils échangeaient des rations contre des pilules. Dans le Berlin en ruine, la morphine est devenue un moyen d'échapper au désespoir. Ce qui avait été un médicament sur le champ de bataille est devenu une marchandise de survie et de destruction à la maison. À mesure que la dépendance chimique se propageait, la discipline militaire s'érodait. Des officiers allemands rapportaient ce que des hommes désobéissaient aux ordres lors de crises maniaques ou s'effondraient dans des états de stupeur dépressive. Les commandants américains notaient que des aviateurs refusaient les missions sans leur benzédrine. La dépendance sapait l'autorité du commandement. Il y avait aussi des accidents. Des camions se renversaient lorsque des conducteurs épuisés perdaient connaissance après une descente de stimulants. Des dépôts de munitions explosaient après que des gardes inattentifs, rendus nerveux par les pilules, manipulaient mal les armes. Le coût se mesurait non seulement en termes de santé, mais aussi en matériel perdu et en vies humaines. À la fin de 1944, les services médicaux allemands comme alliés avaient rassemblé des preuves des dangers. Les rapports faisaient état d'insuffisance cardiaque, de psychose, de crises de violence et de suicide. Les recommandations préconisaient de limiter les stimulants aux seules situations d'urgence. Mais en pratique, la machine de guerre ne pouvait pas ralentir. Les généraux ordonnaient des offensives, les pilotes effectuaient des missions, les soldats marchaient. Les pilules restaient un élément de l'équipement. La science était supplantée par la stratégie. Le tribut payé par les soldats individuellement était dévastateur. Les lettres envoyées à la maison en 1944 et 1945 ont un ton bien différent de l'assurance bravache de 1940. Les hommes écrivaient leur désespoir, leur insomnie et leur dépendance. « Je ne peux pas fermer les yeux sans elle », avoua un soldat allemand à propos du pervitin. Un aviateur américain admit « Nous faisons la guerre 2 fois. Une fois contre l'ennemi, une fois contre nos propres nerfs. Même pour ceux qui ont survécu, l'héritage persistait. Les anciens combattants revenaient avec des troubles nerveux, des problèmes cardiaques ou une dépendance persistante. Certains ont porté ces cicatrices en silence pendant des décennies. Dans les derniers mois de la guerre, l'échafaudage chimique s'effondrait en même temps que le Reich lui-même. Privé des injections de Morel, Hitler se dégradait visiblement dans le bunker. Les troupes allemandes, affamées et mal ravitaillées, n'avaient plus accès à des rations régulières de pilules. Les hommes-machines de 1940 avaient disparu. Ce qui restait, c'étaient des corps épuisés, brisés. Pour les Alliés, les stimulants ont permis de maintenir les opérations lors des dernières offensives de 1944-1945. Mais les médecins ont constaté une augmentation des cas d'effondrement, tant physique que psychologique. La victoire est arrivée, mais le coût humain s'est étendu bien au-delà du champ de bataille. Le schéma était clair. Les stimulants avaient donné de la rapidité aux armées, mais aussi de la dépendance. La morphine avait apporté du soulagement, mais aussi de l'addiction. Les drogues étaient des accélérateurs, pas des solutions. Elles brûlaient intensément, puis ne laissaient que des cendres. Quand l'approvisionnement faiblissait, les soldats aussi. Quand les pilules cessaient d'agir, la doctrine aussi.
Le miracle de 1940 s'est achevé dans les décombres de 1945. La guerre prendrait fin en mai 1945. Mais la chimie, elle, ne s'arrêterait pas. Des stocks de stimulants ont inondé les sociétés d'après-guerre. Les anciens combattants ont conservé leur dépendance dans la vie civile et les armées ont discrètement gardé leurs leçons en mémoire, se préparant à utiliser à nouveau des stimulants lors de futurs conflits. Le crack de 1945 n'était pas la fin. C'était le début d'un nouveau chapitre, celui où les médicaments utilisés en temps de guerre ont façonné la paix, la médecine et même les guerres futures. C'est dans l'au-delà que l'histoire se poursuit. Puis vinrent les années d'après-guerre, la guerre froide et les échos qui nous hantent encore aujourd'hui. Mai 1945. Les armes se sont tues. Les drapeaux de reddition furent signés. Mais la chimie de la guerre n'a pas disparu avec les décombres de Berlin et de Tokyo. Des pilules et des poudres circulaient encore dans les casernes, les entrepôts et les marchés noirs. Les soldats emportaient leurs habitudes chez eux. Les médecins ont adapté les formules de guerre en prescription de temps de paix, et les gouvernements ont discrètement archivé leurs connaissances en vue du prochain conflit. La Seconde Guerre mondiale avait été un laboratoire à l'échelle mondiale. Ces expériences ne se sont pas terminées par la paix. Elles ont résonné jusque dans la guerre froide, la médecine civile et même dans notre compréhension actuelle des drogues. Nulle part l'écho d'après-guerre ne fut plus fort qu'au Japon. L'armée impériale avait stocké d'immenses quantités de méthamphétamine, commercialisées sous le nom de Philopon. Avec la défaite, ces réserves se sont déversées dans la vie civile. Dès 1946, le Philopon était vendu librement en pharmacie comme remontant pour les travailleurs épuisés d'une économie dévastée. Les conséquences furent catastrophiques. En 1950, le Japon faisait face à une épidémie nationale de méthamphétamine. Des centaines de milliers de personnes étaient dépendantes. La criminalité a augmenté. Les familles se sont effondrées sous la pression. Ce n'est qu'après l'instauration d'interdictions strictes et d'arrestations par le gouvernement au milieu des années 1950 que l'épidémie a commencé à reculer. Mais les cicatrices sociales et médicales sont restées pendant des décennies. En Allemagne, le Pervitin n'a jamais vraiment disparu. Bien que les autorités d'occupation alliées aient tenté d'en restreindre la production, la drogue a continué de circuler sur les marchés clandestins. Les anciens combattants, traumatisés et déplacés, cherchaient l'évasion dans des comprimés familiers. Pour certains, il était plus facile de trouver du Pervitin que de la nourriture. Même dans la nouvelle Bundeswehr ouest-allemande, les stimulants faisaient parfois leur apparition lors des entraînements et de la planification. Bien que jamais à l'échelle massive de la Wehrmacht, les souvenirs de dépendance restaient trop vifs. Aux États-Unis, le benzédrine de temps de guerre a connu une transition plus douce. Il est resté légal, prescrit contre la dépression, l'obésité et la fatigue. L'Amérique d'après-guerre, obsédée par la productivité et l'efficacité moderne, a adopté la culture des pilules stimulantes. Dans les années 1950, les chauffeurs routiers, les étudiants et les femmes au foyer avaient tous accès aux amphétamines. Les sociétés pharmaceutiques les ont reconditionnées comme des aides sûres et efficaces pour le mode de vie moderne. L'armée a également continué à les utiliser. En Corée, les États-Unis, les pilotes recevaient du benzédrine dans leur équipement standard. Au Vietnam, les pilules sont revenues en force, cette fois sous forme de dexédrine, une variante plus puissante. Entre 1966 et 1969, les forces américaines ont consommé environ 225 millions de comprimés stimulants. La leçon de la Seconde Guerre mondiale, à savoir que les stimulants pouvaient maintenir une armée éveillée et agressive, n'avait pas été oubliée. L'Union soviétique, elle aussi, a tiré des enseignements de la chimie de guerre. Bien qu'elle n'ait jamais industrialisé la méthamphétamine à l'échelle allemande, elle s'est fortement appuyée sur l'alcool, la morphine et, plus tard, les amphétamines. Les manuels militaires de la guerre froide décrivaient les stimulants comme des outils pour maintenir l'état de préparation au combat sur de longues périodes. Le même schéma s'est répété, des promesses d'endurance surhumaine suivies de coups cachés.
Tous les héritages n'ont pas été destructeurs. Certains médicaments de guerre ont évolué pour devenir de véritables traitements médicaux. Les amphétamines, malgré leur usage abusif, sont devenues la base de thérapie pour traiter les troubles de l'attention. La morphine, bien connue pour son caractère addictif, est restée indispensable dans des contextes médicaux contrôlés pour le soulagement de la douleur. La différence entre un médicament et une arme ne résidait pas dans la substance chimique elle-même, mais dans son usage et son ampleur. En temps de guerre, des pilules étaient distribuées par millions, souvent sans considération pour les effets secondaires. En médecine, des dosages précis et une surveillance attentive permettaient de réels bénéfices, mais la frontière reste floue. Les débats actuels sur les médicaments stimulants font écho aux années 1940, lorsque les médecins promettaient pour la première fois que la chimie pouvait rendre les hommes infatigables, concentrés et obéissants. Après 1945, les nations ont eu du mal à classer et à contrôler ces substances. La méthamphétamine a été progressivement interdite ou strictement réglementée à travers l'Europe et le Japon. Les amphétamines, cependant, sont restées largement prescrites jusque dans les années 1960, avant que les abus n'entraînent un renforcement des contrôles. Sur le plan culturel, le souvenir des drogues de guerre était souvent refoulé. Les anciens combattants en parlaient rarement, des pilules. Les nations préféraient raconter des histoires de courage, de sacrifice et de technologie, plutôt que de chimie. Le mythe du soldat infatigable était plus facile à accepter que la réalité d'armées sous médication. Ce n'est que des décennies plus tard que les historiens ont révélé toute l'ampleur du phénomène grâce aux archives et aux témoignages. Quel est donc l'héritage des drogues de guerre? Premièrement, elles révèlent à quel point la science peut être facilement soumise à l'idéologie. Une pilule qui avait commencé comme une aide pour les ménagères est devenue une arme de la blitzkrieg. Un sédatif destiné à calmer les patients est devenu un outil d'extermination dans les camps. Un stimulant qui permettait aux pilotes de rester éveillés les a aussi conduits à avoir des hallucinations et à s'écraser. Deuxièmement, elle nous rappelle que les drogues sont des accélérateurs, non des causes. La méthamphétamine n'a pas inventé le fascisme, pas plus que la benzédrine n'a permis aux Alliés de gagner la guerre. Mais toutes deux ont fait tomber les limites naturelles, la fatigue, la peur, l'hésitation, rendant la violence plus facile et l'effondrement plus rapide. Enfin, elles ont remis en cause le mythe de la pureté. Les nazis prônaient la force raciale et la supériorité naturelle, pourtant leurs soldats et dirigeants étaient soutenus par des substances chimiques. Les Alliés revendiquaient la supériorité morale, mais eux aussi donnaient des millions de pilules à leurs équipages. Aucun camp n'a résisté à la tentation des raccourcis chimiques. Même au XXIe siècle, les échos persistent. Les armées modernes distribuent encore des stimulants pour les missions longues, bien que sous une surveillance médicale plus stricte. En Afghanistan et en Irak, les pilotes américains recevaient des pilules JO, généralement du modafinil, pour rester vigilants. Les débats éthiques se poursuivent. Ces pilules améliorent-elles la sécurité en réduisant la fatigue ou masquent-elles l'épuisement et favorisent-elles les catastrophes? Dans la vie civile, les stimulants sur ordonnance sont courants pour traiter certaines pathologies. Utilisés correctement, ils peuvent être transformateurs. Mal utilisés, ils reproduisent l'ancien schéma de dépendance et de chute. L'histoire qui a commencé dans les laboratoires des années 1930 n'est pas terminée. Elle se poursuit sous de nouvelles formes, avec de nouveaux noms. En 1945, le monde avait vu jusqu'où une pilule pouvait repousser les limites humaines. Il en avait aussi vu le prix à payer. Addiction, accidents, atrocités et un héritage de méfiance. La chimie de la Seconde Guerre mondiale nous rappelle que la technologie, aussi minime soit-elle, n'est jamais neutre. Elle porte les valeurs de ceux qui l'utilisent. Et dans le creuset de la guerre totale, les valeurs ont été déformées au profit de la vitesse, du contrôle et de la domination. Quand le régime est tombé, la chimie, elle, est restée. Elle s'est infiltrée dans le temps de paix, façonnant la médecine, les armées et les sociétés pour des générations. Alors, quelles leçons en tirer? Ce n'est pas que les drogues ont causé la guerre, ni qu'elles expliquent ces atrocités.
c'est que les drogues ont agi comme des accélérateurs, faisant tomber les dernières barrières entre l'idéologie et l'action. Elles ont rendu l'obéissance plus facile, la souffrance plus supportable, la destruction plus aisée. Et elles ont laissé derrière elles des corps brisés, des esprits brisés et des sociétés brisées. L'histoire des drogues pendant la Seconde Guerre mondiale est, en fin de compte, une histoire sur la relation de l'humanité avec ses propres limites. La fatigue, la douleur et la peur ne sont pas que des faiblesses. Ce sont des avertissements, des freins, des rappels de notre mortalité. Les effacer par la chimie, c'est risquer de perdre l'équilibre qui fait de nous des êtres humains. En 1940, une pilule a transformé les soldats en machines. Pendant un temps, mais en 1945, cette même pilule les a laissés dépendants, brisés ou morts. Le miracle n'a été que temporaire. Le prix à payer, lui, a été permanent. Aujourd'hui, alors que de nouveaux médicaments promettent une concentration accrue, une veille prolongée et de meilleures performances, l'écho de cette histoire devrait nous inviter à la réflexion. La science peut être un remède. Elle peut aussi être une arme. La différence réside dans les valeurs que nous lui attribuons. La Seconde Guerre mondiale nous a montré ce qui se passe lorsque la chimie est au service de l'idéologie. Elle a transformé les pilules en accélérateurs de haine. Elle a entretenu des illusions d'invincibilité et elle a laissé des cicatrices qui ne sont pas encore complètement refermées. Les drogues n'ont pas inventé la haine. Elles n'ont fait qu'ôter la dernière friction qui la ralentissait. C'est la leçon de la guerre et son écho résonne encore aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, interpellé ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale autrement, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des récits puissants, des voix oubliées et davantage de vérités venues du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous les lisons tous et nous aimons découvrir vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.